Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Bonjour à tous, bonjour à tous nos amis capétiens, ceux qui sont dans la salle maintenant ou ceux qui vont nous écouter sur Radio Natif Natal. Écoutez, cette semaine a été une semaine assez, je dirais, tout un challenge pour les États-Unis parce que, en fait, les États-Unis doivent maintenant faire face à leur histoire. Enfin aux fantômes de leur histoire, histoire moderne comme histoire passée. Et les États-Unis, en fait, sont une république constitutionnelle. C'est une nation qui est née d'une bataille contre l'impérialisme, donc la Constitution américaine et la Déclaration d'indépendance qui a précédé cette Constitution-là sont des exemples concrets de documents qui en fait changent la dynamique mondiale, permettent un développement de, en fait, une multiplication de républiques à travers le monde, évidemment de républiques qui vont à l'encontre d'un système impérial, le système impérial qui, aujourd'hui comme à l'époque, traite les gens comme des animaux, les garde au statut d'animal, et en fait utilise ces gens-là, ces citoyens-là, abusent d'eux et en fait garde un contrôle sur ces gens-là et les empêche d'avoir une éducation, les empêche de se développer en tant qu'individu pour en fait garder ainsi un contrôle impérial sur en fait des millions, voire des centaines de millions de personnes. Et ce qui s'est passé cette semaine et ce dont je voulais parler avec vous, c'est en fait plusieurs choses, mais le fait que les États-Unis, après 14 ans de régime pratiquement totalitaire, c'est-à-dire deux mandats de George Bush Jr., qui ont commencé là, en l'an 2000, en fait de début 2001, et par la suite, deux mandats de Barack Obama. Donc, en fait, cette cette tradition impériale très très précise. Donc la famille Bush qui est active en fait depuis bien avant George Bush Jr. On parle même en fait on peut retourner jusqu'au grand-père de George Bush Jr. On est nommé Prescott Bush. Mais même avant ça, le père de Prescott Bush, qui était en fait le beau-père plutôt, qui était un certain George Herbert Walker. Et on va parler justement de ça dans notre émission. On va parler de cette tradition impériale aux États-Unis, qui est en fait personnifiée par la famille Bush à plusieurs égards, mais aussi par évidemment des pantins comme Barack Obama. Obama évidemment qui sort un peu de nulle part pour plusieurs, mais qui en fait représente depuis son séjour à la présidence depuis 2008, représente une tradition impériale dans le même sens que celle de la famille Bush. Donc, il y a cet aspect-là, et cet aspect-là, il faut en parler. Pourquoi? Parce que cette semaine, il y a eu deux événements importants dont on va parler. Premièrement, la sortie d'un rapport par le comité sénatorial sur le renseignement aux États-Unis, présidé par une sénatrice de la Californie, Madame Dianne Feinstein, qui a publié en fait un rapport de plusieurs milliers de pages et un résumé condensé là, de 500 pages sur en fait les pratiques de torture commises par l'administration Bush sous la direction évidemment du vice-président Dick Cheney, qui est en fait le véritable problème à ce moment-là. Euh, donc, une étude sur les pratiques de torture, certains d'entre vous se rappellent par exemple de prisons fameuses comme la prison de Guantanamo Bay, dans laquelle il a été révélé, là, en fait, il y a eu plusieurs photos assez choquantes dans les années 2003-2004 qui étaient ressorties de torture en fait de musulmans, surtout de gens du monde arabe, qui ont été torturés
pour supposément là, aller chercher des renseignements pour trouver les coupables du 11 septembre. Euh, donc, il y a cet aspect-là qui est très important. Et le deuxième aspect, c'est en fait l'annonce par Jeb Bush, donc le frère, le jeune frère de George Bush Jr. Donc, son annonce qu'il va maintenant étudier la possibilité de se présenter comme candidat présidentiel pour 2016. Donc, en fait, deux événements très importants dont il faut regarder un peu plus l'implication, le sens justement de ces deux événements-là et comment, en fait, ce que disait M. Lyndon LaRouche récemment, c'est qu'il faut absolument que les États-Unis sortent de la logique du 11 septembre. Donc, sortir de l'ère post-11 septembre, qui était une ère de guerre, qui était une ère durant laquelle les États-Unis sont devenus un muscle pour, en fait, le muscle militaire pour la création d'un empire à caractère britannique. Et évidemment, tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire toute la déstabilisation militaire à travers le monde, autant dans le Proche-Orient qu'autour de la Russie, autour de la Chine, des menaces qui sont très concrètes et qu'il va falloir exposer, évidemment, pour éviter un danger de guerre mondiale. Parce que, disons, pour dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, récemment, en fait jeudi dernier, Vladimir Poutine a tenu une conférence de presse qu'il tient à chaque année, qui a été faite où dans l'assistance, on avait plus de 1200 Russes et aussi on avait des journalistes de l'étranger. Et la journée avant cette conférence de presse-là, M. Poutine avait parlé avec le président français, François Hollande, avait parlé aussi avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président ukrainien Poroshenko pour en fait discuter justement de la situation dans l'Ukraine de l'Est et en fait amener une solution à tout ça. Et donc durant sa conférence de presse, M. Poutine a répondu en fait à plus de 3 heures de questions. Donc une conférence de presse très exhaustive dans laquelle Vladimir Poutine a vraiment discuté à la manière d'un chef d'État qui se trouve face à une guerre. Donc, il a parlé justement que, dans le fond, ce à quoi faisait face la Russie, ce n'était pas simplement une rétaliation ou une punition face aux actes russes envers l'Ukraine, par exemple, concernant par exemple l'annexation de la Crimée à la Russie. Mais il a dit en fait qu'il y a des factions en Occident qui ciblent la Russie pour sa destruction depuis en fait l'effondrement de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie dans le début des années 90 et que la première guerre tchétchène était en fait le début de ce conflit-là. Et évidemment, M. Larouche a dit, ben, Vladimir Poutine n'a pas tort. En fait, il a très raison de dire ça. Et ben justement, cette attaque contre la Russie nous vient en fait du moment a été précédé en fait de l'administration Bush senior, donc George H.W. Bush qui était président de 88 à 92 aux États-Unis. Et par la suite, on a eu la période de Clinton qui était un peu plus stable à ce niveau-là, un peu plus rationnel. Et mais après ça, on a eu deux mandats de George Bush Jr. et par la suite deux mandats de Barack Obama. Donc, Vladimir Poutine, le président de la deuxième superpuissance nucléaire au monde, quant à lui, fait face à une guerre. Et donc, il est dans ce mode-là, tout comme, en fait, les puissances américaines, britanniques et autres
qui veulent faire la guerre, en fait, à la Russie. Donc, qu'est-ce que les États-Unis ont à faire dans pareille situation? Bien évidemment, comme on disait, c'est de faire face à leur histoire. Et leur histoire est une histoire, en fait, une histoire qui peut ressembler à celle de plusieurs autres républiques dans le monde. Mais les États-Unis sont la première république et aussi la république la plus puissante actuellement. Et si les États-Unis décident d'aller dans la bonne direction, décident en fait de laisser tomber cette logique de guerre, de mettre un terme avec leurs démons du passé, de mettre un terme à des politiques de torture et de protection de ceux qui ont commis cette torture-là, là, le monde aura une chance de survie. On aura une chance d'empêcher un conflit nucléaire mondial et on pourra en fait se joindre en fait, au reste des populations mondiales qui tentent, notamment comme la Chine et l'Inde, en fait de relancer une véritable renaissance économique à travers le monde. Ok, donc touchons sur la question en fait de ce rapport de torture-là. Parce qu'en fait, le rapport sur la torture, en fait un rapport qui a pris, on parle d'environ 7 années d'études sur en fait les tortures qui ont été commises à l'époque, on parle entre 2002 et 2009. Donc le rapport qui est sorti maintenant. Et beaucoup de gens ont en fait attaqué Madame Feinstein comme étant en fait comme publiant en fait un rapport qui allait donner en fait, des informations qui pourraient mettre la vie de certains membres des États-Unis en danger, notamment des gens qui font de l'espionnage, des choses comme ça. Et aussi, en fait, quand on va démontrer en fait ce que les États-Unis ont fait comme torture, comme geste en fait horrible contre d'autres êtres humains, ce qui pourrait amener en fait d'autres personnes, comme des groupes terroristes, etc., à utiliser ces arguments-là pour dire voici, nous devons faire la guerre aux États-Unis. Mais en fait, ça c'est rien de nouveau. Les factions terroristes islamistes qui veulent faire la guerre aux États-Unis, ça, ils n'ont pas commencé hier. Donc, ils vont utiliser n'importe quel argument pour promouvoir ces choses-là. Mais comme on va le voir, en fait, la logique de terrorisme en fait, qui est le sujet de prédilection depuis le 11 septembre est en fait un sujet concocté de toutes pièces. Et si on veut arrêter le terrorisme, c'est très faisable, mais ce ne sera pas avec les manières utilisées actuellement. Donc, le rapport, en fait, sur la torture est un rapport de 6700 pages avec plus de 38 000 notes de bas de page, ce qui est énorme. Et il y a un rapport, comme on disait, d'environ 500 pages qui circule là, au niveau du Congrès, au niveau du Sénat, pour rendre les choses claires. Et Mme Feinstein avait dit, lors de la publication de ce rapport-là, elle avait dit que l'histoire jugera les États-Unis selon leur dévouement pour la création d'une société juste, gouvernée par la loi, et la volonté du peuple américain de faire face à l'horrible vérité et de dire plus jamais. On se rappelle, le terme plus jamais va être un terme plus, en fait, popularisé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après évidemment le tribunal de Nuremberg qui avait exposé les horreurs, les horreurs en fait de l'euthanasie des docteurs nazis et de leur rôle sur justement en fait sur la population juive allemande de l'époque. Donc évidemment des horreurs, les horreurs nazies qu'on pensait ne jamais revoir, en fait on les a revues au début de l'an 2000 et cette fois-ci aux États-Unis. Donc le problème nazi, comme on va le voir, n'a jamais été vraiment... On ne s'est jamais vraiment préoccupé de mettre à terme cette tradition nazie. On a entendu parler là, d'anciens nazis qui avaient été retrouvés, qui avaient été jugés, etc. Au cours là, des derniers 50 ans. Mais on ne parle pas de ça ici. On parle en fait d'une tradition impériale qui s'est vue renaître aux États-Unis
et qui est toujours active dans le Commonwealth britannique, comme le Canada et l'Angleterre, en fait la Grande-Bretagne. Et donc le rapport et en fait la réaction du gouvernement américain par rapport à ce rapport-là va nous donner un peu le sens là, à savoir si les Américains vont prendre la bonne direction en fait, de ne plus, en fait, de faire sûr que les politiques de torture ne seront jamais plus utilisées aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et en fait, et aussi à savoir si le gouvernement américain et la population américaine vont comprendre que la faction Cheney et la faction Bush Junior était en fait une faction qui a tenté d'utiliser les actes du 11 septembre pour lancer une guerre impériale à travers le monde. Donc, dans cette condition-là, le fait que Jeb Bush, l'ancien sénateur de la Floride, vise en fait à étudier la possibilité de prendre part à la course présidentielle de 2016, c'est très inquiétant. Et pour bien comprendre en fait ce problème-là, il faut regarder en fait avant le 11 septembre qu'est-ce qui se passait aux États-Unis. Donc une des choses qui a été dite avant le 11 septembre, on parle par exemple de janvier 2001. En janvier 2001, M. Lyndon LaRouche, donc l'économiste américain, avait donné une présentation en Allemagne, donc plus précisément le 3 janvier 2001, donc 9 mois avant les actes du 11 septembre, durant laquelle M. LaRouche avait dit, et je cite, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à un régime nazi. Vous allez avoir une administration Bush qui va tenter de créer des conditions de crise et donc de tenter de gérer la crise avec un type de guerre spéciale, avec un type de gouvernement secret, avec des équipes policières secrètes, etc., qui vont en fait créer des provocations qui seront utilisées pour amener le pouvoir dictatorial au nom de la gérance de la crise. En fait, une dictature pour gérer une crise concoctée de toutes pièces. Vous aurez de petites guerres qui seront démarrées dans plusieurs parties du monde et que l'administration Bush auquel l'administration Bush va tenter de répondre avec justement cette méthode de provocation de gérance de crise. Voilà ce que vous allez avoir et c'est ça qui est le problème et vous devez y faire face. Donc ça c'est janvier 2001, donc bien avant le 11 septembre, à un moment où en fait le monde entier était dans un grand débat sur la mondialisation. Il y avait des manifestations contre la mondialisation un peu partout dans le monde, notamment au Canada, en Italie, à Seattle quelques années auparavant. Donc, M. Larouche avait averti le gouvernement américain, avait averti la population américaine, les Européens en même temps, sur ce qu'allait s'en venir. Et comment M. Larouche savait-il? Ben c'est pas parce qu'il y avait une espèce d'information secrète ou qu'il y avait un contact à l'intérieur du gouvernement américain qui lui a tout dit ça. Mais M. Larouche était très au courant et le mouvement Larouche a publié beaucoup de documents là-dessus sur en fait le caractère nazi de l'administration Bush, qui était en fait visible pour plusieurs. Si vous aviez le goût de regarder, si vous ne vouliez pas regarder, ben vous ne l'avez pas vu. Donc, ça faisait très longtemps que l'administration Bush, qui était en fait préparée à prendre le pouvoir aux États-Unis, était un peu préprogrammée justement pour répondre à à répondre à une fausse crise qui allait être concoctée, qui est le 11 septembre, et par la suite amener les États-Unis dans une situation de guerres impériales. Donc, si on revient un peu avant la déclaration de M. Larouche, on a eu ce qu'on appelait en fait un manifeste
néoconservateurs. Certains d'entre vous se rappellent que la faction Cheney-Bush, avec Paul Wolfowitz, avec Richard Pearl, Donald Rumsfeld, donc les gens pro-guerre, mais plus que pro-guerre, vraiment ce qu'on appelle aussi des Straussiens, donc des gens qui sont dans la tradition du philosophe et politicien Léo Strauss, qui est en fait un penseur nazi allemand. Donc ces gens-là, on référait à eux comme étant des néoconservateurs. Donc, le rapport ou le manifeste néoconservateur aux États-Unis, aussi intitulé en anglais Roadmap to a New British American Empire. En fait, ce rapport-là, cette déclaration de principe, c'est ça qui a amené un autre document intitulé Project for a New American Century. Donc, projet pour un nouveau siècle américain, ou l'acronyme le PNAC. Donc, et en fait, quand on parlait de Jeb Bush tantôt, qui veut se présenter à la présidence, eh bien justement, un des membres fondateurs du PNAC était Jeb Bush, avec aussi tout un autre groupe de néoconservateurs qui allaient devenir par la suite les premiers justificateurs de la guerre en Afghanistan et de la fameuse guerre en Irak avec les Tony Blair, Donald Rumsfeld, évidemment George Bush Jr. et Dick Cheney. Très important, Dick Cheney, parce que à l'époque de cette administration-là, le mouvement Larouche se battait pour non pas la destitution de George Bush Jr. au début, mais celle de Dick Cheney. Parce que c'était lui, en fait, le cerveau de l'administration. Bush Jr. étant un cocaïnomane stupide qui pouvait pas faire grand-chose par lui-même. Comme ça a été publié dans des centaines d'articles durant cette administration-là, mais que Cheney devait absolument quitter. Parce que aussi, si vous destituez simplement George Bush Jr., bien en fait, selon les règles, selon les lois de la Constitution, c'est le vice-président qui devient le président. Donc, vous auriez eu Dick Cheney comme président, et là, vous auriez eu une dictature en 2 temps, 3 mouvements. Donc, pour revenir, donc le PNAC, ayant comme un de ses membres fondateurs Jeb Bush, qui veut se présenter à la présidence maintenant, et on a aussi en fait, un des cofondateurs du PNAC, M. Robert Kagan. M. Robert Kagan est en fait le mari de Victoria Nuland, qui est une des assistantes au secrétaire d'État aux États-Unis, qui est en fait la principale chef d'orchestre du coup d'État en Ukraine et qui a aidé justement à mettre au pouvoir plusieurs factions de type d'extrême droite en Ukraine. Donc, de quoi parlait ce manifeste? En fait, le manifeste néoconservateur, donc le PNAC, comme on disait, en fait, stipulait qu'après la guerre froide, que la politique étrangère américaine devait tout faire en son pouvoir pour maintenir l'hégémonie des États-Unis et de ses alliés, et de son principal allié, la Grande-Bretagne. Et donc, afin de prévenir la montée de la Russie ou de la Chine ou de toute autre nation qui pourrait en fait défier cette hégémonie-là, donc le rapport disait que l'histoire, et je cite ici, l'histoire du 20e siècle devrait nous enseigner qu'il est important de créer les circonstances avant qu'une crise émerge. Et en fait, de rencontrer ces menaces-là avant que la situation devienne incontrôlable. Évidemment, quand il parle de crise, il parle justement de cette montée, comme on voit maintenant, cette montée de certains pays comme la Russie, la Chine et l'Inde. Et non, mais justement, l'idée de créer les circonstances ou créer une situation avant
qu'une crise émerge, eh bien, quand on voit que le 11 septembre a été produit par la suite, on se doute bien que, en fait, comme ça a été publié par la suite, par notre mouvement et par la suite par d'autres institutions, que le 11 septembre n'était pas une simple acte fait par des groupes isolés, des groupes terroristes isolés. Puisque la nature du terrorisme, c'est d'être en fait une entité contrôlée par certaines factions gouvernementales. Il était clair que le 11 septembre avait en fait c'était une tentative d'amener une situation où le conflit entre nations deviendrait nécessaire. Donc, dans une situation où l'idée de développement économique, l'idée de développer nos alliés naturels, comme le Canada, les États-Unis ou les nations d'Europe, par exemple, eh bien, cette idée-là, elle a été remplacée par une idée de confrontation. Donc, déjà, en 1998, les représentants du PNAC faisaient déjà campagne pour un changement de régime contre Saddam Hussein, par exemple. 5 ans avant la déclaration de la guerre là, contre l'Irak, basée là, sur les fameux mensonges comme quoi Saddam Hussein avait en sa possession pardon, avait en sa possession du yellow cake, donc de l'uranium qui lui aurait permis de faire une arme nucléaire. Donc 5 ans avant ça. Donc l'idée, c'est ça que déjà à l'époque, on parlait d'armes de destruction massive, qui était un terme très utilisé par la suite. Aussi, en l'an 2000, exactement en l'an 2000, le PNEC avait produit un autre rapport intitulé en anglais Rebuilding America's Defenses, donc la reconstruction de la défense de l'Amérique, qui appelait en fait, qui demandait à ce que la relation anglo-américaine, donc Grande-Bretagne et États-Unis, soit en fait réaffirmée à travers une croissance militaire massive afin justement de décourager toute montée en puissance d'un autre compétiteur ou d'une autre nation compétitrice en termes de qui compétitionnerait pour avoir le pouvoir mondial. Et le rapport de l'an 2000, le rapport là, Rebuilding America's Defenses, appelait à l'encerclement de la Chine. Le rapport aussi appelait à un changement de régime en Irak, en Iran et en Syrie, et pratiquement dans toutes les autres régions qui étaient considérées comme étant hostiles par les intérêts anglo-américains. Et finalement, ce même rapport-là demandait en fait à consolider la victoire de la guerre froide en Europe avec la création d'une Europe qu'on appelait une Europe entière et libre de la Baltique jusqu'à la mer Noire. En fait, cette idée d'Europe entière et libre, c'est en fait ce qu'on voit aujourd'hui avec les révolutions colorées qu'on a vues en Ukraine, qu'on voit maintenant surtout en Ukraine, et près de la frontière russe dans plusieurs autres nations. Et rappelez-vous, tantôt on parlait de Robert Kagan, qui est maintenant le mari de Victoria Nuland. Donc il y a un lien direct avec les révolutions colorées et la tentative de déstabiliser et de renverser la Russie. Donc un rapport très important ici. Et de plus, quelque chose qui est important à noter, parce qu'il faut regarder un peu la philosophie de cet appareil néoconservateur. Donc, Robert Kagan par exemple, a attaqué de manière explicite l'ancien président américain John Quincy Adams. Parce que John Quincy Adams, lui, disait que le rôle des États-Unis n'était pas d'aller outre-mer et d'aller chercher des monstres à détruire. Qui est en fait une bonne idée pour dire que les États-Unis, ce n'est pas une nation qui est là pour étendre son pouvoir impérial.
Donc, Robert Kagan disait, lui, il dit, ben pourquoi pas aller outre-mer à la recherche de monstres à détruire? Parce que les États-Unis ont le pouvoir de contenir et de détruire plusieurs monstres euh, de la planète, les monstres du monde, et justement une politique où l'on s'assit sur une colline et on ne fait que prêcher par l'exemple. En fait, c'est une pratique de peureux et une pratique déshonorante. Ça, c'est les mots de Robert Kagan. Donc, l'idée est déjà de dire il faut intervenir ailleurs, sinon on est une espèce de couard qui n'a pas de trip. Donc, évidemment, ça, c'est. On parle déjà du début, en fait, d'une politique impériale de changement de régime et de guerre perpétuelle où on attaque, où en fait on se trouve un ennemi différent à tous les 5 minutes, comme on est en train de voir avec la Russie, la Syrie, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, en fait tout ce qu'on a connu là, dans les dernières années. Une des choses peut-être les plus épeurantes dans ce rapport, ce rapport Rebuild America's Defenses, qui a été écrit en fait un an avant le 11 septembre, et que le rapport admet que en fait le développement militaire et l'encerclement de la Russie et la Chine prendrait beaucoup de temps à accomplir dans des circonstances pacifiques ordinaires. Et qu'en fait, il nous faudrait un espèce d'événement Pearl Harbor. Donc un événement catastrophique et catalyseur de type Pearl Harbor. Et l'événement Pearl Harbor, c'est, comme certains d'entre vous le savent, c'est l'événement qui a amené les États-Unis, en fait, dans la Deuxième Guerre mondiale. C'était l'attaque des Japonais sur le port Pearl Harbor. Et par la suite, les États-Unis sont embarqués dans la Deuxième Guerre mondiale. Et tout le monde voulait joindre l'armée. Donc, il y a eu un effet catalyseur. Donc, un an avant le 11 septembre, on a des néoconservateurs américains qui parlent que pour en fait accomplir ce qu'ils veulent accomplir dans leur rapport, ça prendrait un événement catalyseur et catastrophique. Donc, il ne devrait pas avoir de surprise quand on a vu cet appareil néoconservateur être mis en place à travers l'administration Bush Jr. et Cheney. Et après ça, on a eu le 11 septembre. Bien évidemment, on n'a pas de. Il ne faudrait pas avoir de surprise. Encore là, il faut être clair, comme on va discuter tantôt, c'est-à-dire, comme on a discuté beaucoup, c'est que, en fait, avec l'apparition du rapport de Dianne Feinstein sur la torture, il est nécessaire de garder à notre esprit, en fait, et de nous rappeler que tout le programme de torture qui a été mis en place à ce moment-là a son propre background ou a ses propres raisons qui étaient amenées par ces néoconservateurs-là. Donc, en fait, si Bush et Cheney avaient été sérieux par rapport à vraiment trouver, vraiment chercher, en fait, la véritable cause du 11 septembre et de prévenir une nouvelle attaque du même type, pourquoi, en fait, ont-ils caché les fameuses 28 pages du rapport du 11 septembre publié plusieurs années, et de ça déjà quelques années, un rapport qui montrait en fait le rôle de l'Arabie Saoudite dans la création du 11 septembre et évidemment aussi dans le financement du terrorisme à travers le monde. Donc à l'époque, on se rappelle aussi que l'ambassadeur en fait de l'Arabie Saoudite aux États-Unis était le prince Bandar et c'est en fait une des personnes qui est ciblée dans ces fameuses 28 pages du rapport sur le 11 septembre. Et même chose aussi en Angleterre, on a eu Tony Blair à l'époque qui avait mis un terme à en fait une enquête sur les relations entre British Aerospace et le contrat pétrolier Al Yamama, durant lequel l'Arabie Saoudite avait donné en fait une quantité énorme de pétrole en échange de jets militaires anglais. Et à travers cet échange-là, on a eu la création d'un fonds qui a permis en fait le financement d'activités terroristes à travers les années 90 et les années 2000.
Donc c'est tout ça en fait exposer pour en fait mettre un terme à la logique de guerre et la logique du 11 septembre, qui est toujours là en nous, c'est-à-dire, euh, et c'est un peu bizarre parce que quand l'administration Bush était là, il y avait une révolte populaire contre le danger de guerre. On a vu en Europe, au Canada, les gens étaient contre la guerre en Irak, les gens étaient contre la guerre en Afghanistan. Cependant, quand Obama est arrivé au pouvoir, ben là, la situation s'est renversée. Où là, les guerres étaient, on semblait les accepter. Guerre en Syrie, guerre en Ukraine, guerre en Chine, guerre contre la Russie. Tout semble possible et ordinaire. On dit oui, il faut y aller parce que c'est les méchants et il faut se débarrasser d'eux. Donc en fait, on n'est pas sorti de la logique. On a simplement changé les étiquettes. Maintenant, on a un président américain qui est démocrate et noir et on pense que le monde a changé à cause de ça, ce qui est évidemment tout à fait faux. Donc quand on regarde ce rapport sur la torture, il faut se poser la question, quel type de personne pourrait avoir créé et en fait encouragé ce genre de politique? Et on a vu récemment dans une entrevue de Dick Cheney à la télévision Fox News par rapport au rapport Feinstein. Et lui, il a dit carrément, il dit ce rapport-là, c'est full of crap. Donc c'est plein de merde. Et il a dit sans remords, il a dit j'étais en appui, j'appuyais ce rapport-là de manière très ferme. Pas le rapport, pardon, mais le programme de torture. Et nous étions parfaitement justifiés d'agir de la sorte. Et je referais ce que j'ai fait sans hésitation. Donc, une pareille déclaration de Dick Cheney est évidemment c'est très graphique quand il dit qu'il croyait fortement que la fin justifiait les moyens, donc la torture pour ramasser des informations. Donc cette déclaration-là de Cheney, en fait, est est en fait une déclaration directe de l'idéologie fasciste du philosophe et politicien Leo Strauss, donc un philosophe allemand actif durant l'époque nazie et qui est devenu par la suite un professeur dans une des universités aux États-Unis. Euh, donc Leo Strauss est en fait un peu le mentor intellectuel de l'appareil néoconservateur. On avait documenté à l'époque dans un livre intitulé Les enfants de Satan, en fait, qui était trois pamphlets qu'on avait distribués massivement aux États-Unis pour démontrer, en fait, cette faction qui croit. Donc, on n'a pas simplement à faire une faction pro-guerre qui veut faire de l'argent avec la guerre, loin de là. On a des gens qui croient, en fait, à une logique hobbesienne de, en fait, l'homme contre tous. Donc, Léo Strauss, en fait, était un protégé du juriste des nazis, un dénommé Carl Schmitt. Carl Schmitt, en fait, qui est celui qui a articulé le jargon légal pour permettre à Adolf Hitler de devenir, en fait, le dictateur des États-Unis, en développant ce qui s'appelle en allemand le Führerprinzip. Donc, en fait, qui est l'idée que, en temps de crise, il faut donner les pleins pouvoirs à une seule personne qui doit gérer la crise, parce que sinon, en temps de crise, le gouvernement n'est pas fonctionnel et ne peut pas agir avec la liberté qu'il devrait avoir. Donc, et en fait, que justement, donc, ce dictateur-là, en fait, représente une élite qui règne sur la société en utilisant ce qu'on appelle le mensonge noble, donc les mensonges pour garder, on dit qu'il faut mentir à la population pour garder une situation pacifique et garder un contrôle en fait, d'une population qui est stupide, qui est inapte à se gouverner elle-même. Donc, Schmitt et Léo Strauss ont leur philosophie et leur croyance de cette idée d'un être humain qui est mauvais de manière inhérente, donc qui est naturellement mauvais, et que, en fait, c'est ça, que, comme le disait Thomas Hobbes, nous sommes dans une situation où
tout le monde est en guerre contre tout le monde. Et d'où la nécessité de faire des alliances, comme le disait Léo Strauss à Carl Schmitt, dans une citation en 1932, dans une lettre qu'il avait écrite à Carl Schmitt, juste avant la montée de Hitler au pouvoir. Léo Strauss disait la fondation ultime du droit est le principe de la nature mauvaise ou machiavélique, malfaisante de l'homme. Parce que l'homme est par nature mauvais, il a donc besoin d'être contrôlé. Mais ce contrôle ne peut être établi, c'est-à-dire que l'homme ne peut être unifié que dans une unité contre un autre homme. Donc l'idée d'alliance. On fait des alliances nationales, par exemple, plusieurs alliances entre pays contre un autre pays. Mais Hobbes et Strauss et Schmitt vont jusqu'à dire que c'est pas juste les nations, c'est l'être humain lui-même. Tout être humain, en fait, assure son unité, son progrès à travers l'unité contre une autre personne. Donc voilà la philosophie des néoconservateurs, des straussiens, et en fait la philosophie qu'on voit aujourd'hui être déployée en forme de guerre contre d'autres nations. Et Schmitt aussi, bien évidemment, croyait que le fameux traité de Westphalie, donc le traité de 1648 sur l'avantage de l'autre, pour en fait changer la logique mondiale, était un traité, selon Schmitt, qui avait été nullifié, qui avait été annulé après la Première Guerre mondiale, selon lui, et que là, le droit international n'était en fait que devenu qu'une bataille pour la préservation du pouvoir d'un État contre un autre. Donc on a vraiment tout changé. Et si ça vous semble familier, eh bien, il y a une des citations, je vais vous donner une citation justement du rapport du PNAC, donc le Project for New American Century, dont on parlait au début. La citation va comme suit. Le rapport dit, le but d'une Amérique, le but d'une politique étrangère américaine après la guerre froide doit être de décourager la montée de notre compétiteur pour le rôle de superpuissance. Donc la Chine, la Russie, etc. Donc la fin justifie les moyens, incluant les changements de régime, coups d'État, révolution colorée, etc. Et même une guerre nucléaire préventive. Donc voilà l'argument qui a été utilisé pour justifier la guerre en Irak, qui a été utilisé contre Saddam Hussein, et avec toutes ces histoires, les mensonges sur les armes de destruction massive à l'époque, etc. Et des gens comme Cheney et Tony Blair savaient pertinemment qu'ils mentaient à tout le monde pour justifier cette guerre-là. Et je voudrais terminer, évidemment, il faut toucher à la question de Jeb Bush et la famille de Jeb Bush, donc la famille Bush aux États-Unis depuis plusieurs générations, et leur rôle, en fait, dans cette situation-là. Donc, quand M. Larouche parlait, en fait, de la qualité nazie, de l'aspect nazi dans la famille Bush, c'est pas simplement une exagération où M. Larouche n'essayait pas de simplement créer des remous. On parle vraiment de gens, d'une famille qui a aidé, en fait, à mettre les nazis au pouvoir à l'époque. Carrément. Donc, il faut, en fait, absolument empêcher Jeb Bush de se retrouver à la présidence, parce qu'on va avoir, en fait, un retour, ou ce qu'on pourrait appeler plutôt une continuation de la politique des néoconservateurs, donc la politique de guerre aux États-Unis pour encore plusieurs années. Ce qui à un point va nous mener à une guerre nucléaire avec la Russie, ça, il n'y a pas de doute. Mais quand on regarde dans les faits, historiques, en fait, si on prend Prescott Bush, donc le grand-père de George W. Bush Jr. et le grand-père aussi de Jeb Bush,
qui était en fait le beau-fils de George Herbert Walker. Et George Herbert Walker, pour donner une idée, George Bush Senior, donc le père de George Bush Junior, son nom c'est George H.W. Bush. Donc son nom c'est George Herbert Walker Bush, nommé justement pour son grand-père à lui, qui est George Herbert Walker. Et George Herbert Walker, ce qu'il a fait immédiatement après la Première Guerre mondiale, a été de créer en fait une banque basée à Wall Street qui s'appelait Harriman Co. Et dans cette banque-là, George Herbert Walker a engagé son beau-fils, donc le mari de sa fille, Prescott Bush, pour en fait créer une entité subsidiaire dans cette banque Harriman Co. qui s'appelait UBC, Union Banking Corporation. Et la seule raison d'existence pour la UBC, la Union Banking Corp, était en fait pour gérer l'argent, en fait les comptes financiers d'un certain Fritz Thyssen. Donc un Allemand bien connu aux États-Unis et en Allemagne. Et en fait, la UBC n'avait qu'un seul client, c'était Fritz Thyssen. Et Fritz Thyssen est connu aujourd'hui comme étant un des principaux financeurs de la machine nazie. Et pour vous donner une idée, en fait, d'où on tient ça, ben c'est très simple. Vous avez simplement à prendre l'autobiographie de Fritz Thyssen et de regarder le titre. Et le titre, en anglais, c'est I paid Hitler. J'ai payé Hitler. Donc, on a Prescott Bush avec son beau-père qui sont en train, en fait, de s'occuper de la finance, en fait, d'aider au financement de Adolf Hitler à travers les actifs de Fritz Thyssen gérés aux États-Unis. Plus tard, en 1942, c'est Franklin Roosevelt qui va lancer une enquête sur la UBC et en fait saisir les comptes de Prescott Bush grâce à l'acte qu'on appelle le Trading with the Enemy Act, donc l'acte sur les actions ou on peut dire les échanges avec l'ennemi. Donc l'acte sur les échanges avec l'ennemi étant la faction nazie, évidemment. Et aussi, en fait, a fait une enquête, pas seulement sur la UBC, mais sur d'autres compagnies subsidiaires qui étaient gérées par Prescott Bush. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que la famille Bush était simplement des gens de la finance qui ont voulu faire un profit durant la guerre, ou est-ce qu'il n'y avait pas plutôt une affinité idéologique avec ce que représentait Hitler? Donc, si on regarde le cas de George Herbert Walker de plus près et de son partenaire justement Harriman, ces deux personnes-là étaient des promoteurs de l'eugénisme aux États-Unis. Donc l'eugénisme qui est reconnu aujourd'hui comme étant ce qu'on peut appeler la science raciale de Adolf Hitler, qui disait là, en fait que les Aryens étaient supérieurs. L'eugénisme, c'est de dire qu'il y a une race qui est supérieure à l'autre. Donc, Herbert Walker et Harriman étaient impliqués dans la promotion de cette idée-là aux États-Unis. Et est-ce que l'eugénisme a été est-ce que l'eugénisme a disparu après Hitler? Eh bien, non, au contraire. Cette idéologie-là a été transformée dans quelque chose qui sonnait différemment, mais qui était tout aussi malfaisant. C'était en fait la politique de contrôle de la population et de réduction de la population. Donc Prescott Bush a été en fait un des pionniers de cette idéologie de contrôle de la population, et son fils George Herbert Walker Bush, quand il est devenu membre du Congrès américain, était en fait sur le groupe de recherche républicain sur les ressources terrestres et la population. Et évidemment, ça on parle du début des années 70.
Donc ce groupe républicain, en fait, a donné naissance à un rapport, le rapport publié par Henry Kissinger, qui a été publié en 1974, mais qui a été révélé au grand public plusieurs années par la suite, le NSSM 200. Donc le National Security Study Memorandum 200, qui était en fait un rapport qui prônait la réduction de la population dans plusieurs pays afin de garder le contrôle sur les ressources naturelles. Cependant, on peut prendre, si on prend une citation de George H.W. Bush lui-même, euh, alors qu'il était en charge de ce groupe républicain sur les ressources terrestres et la population, il avait dit « Il est évident en soi, et je cite, « Il est évident en soi que plus la population humaine s'accroît, plus les demandes en ressources naturelles vont s'accroître. Combien, en fait, comment peut-on savoir si on a trop de gens sur la Terre? Plusieurs croient que nos problèmes environnementaux actuels sont créés par justement le fait qu'on ait atteint cet optimum de la population sur Terre. Donc, très direct et directement corrobore exactement ce qui a été publié par Henry Kissinger par la suite. Donc, par la suite, George H.W. Bush, est devenu directeur de la CIA. Après ça, il est devenu vice-président sous Reagan et président de l'époque 88 à 92. Et en fait, qui était le secrétaire de défense de George H.W. Bush en 88 et 92? Ben, c'était Dick Cheney. Et quand H.W. Bush a perdu son second mandat contre Bill Clinton, donc Cheney, le groupe autour de Dick Cheney a été se cacher pendant quelques années et justement a créé ce PNAC, ce Project for a New American Century, qui a été par la suite signé par Jeb Bush et maintenant on voit on est de retour à aujourd'hui et on vient de fermer un cercle. Donc, soit les États-Unis vont laisser ce cercle-là reprendre le contrôle des États-Unis et vraiment là créer des conditions horribles, en fait de poursuivre les conditions de guerre à travers le monde, ou on va renverser tout ça, ou on va en fait saisir l'opportunité qui nous est offerte par les nations du BRICS. À Cap-Haïtien, durant la fin de semaine dernière, on a réussi à distribuer 2000 tracts, en fait 2000 extraits de la pétition qu'on fait signer par des politiciens prominents qui demandent en fait à l'Europe et aux États-Unis de faire preuve de courage et de joindre la mobilisation du BRICS. Donc le BRICS, c'est un acronyme pour le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine et l'Afrique du Sud. Donc de joindre cette mobilisation-là pour, non pas simplement pour le développement économique, pas simplement pour le développement, la création d'emplois, des choses comme ça, mais mettre un terme à une logique impériale qui trop souvent change de nom, change d'allure et berne toujours la population. Et c'est ça le problème. C'est qu'il faut vraiment reconnaître des principes qui sont des principes impériaux et remplacer ces principes par d'autres principes. Quand Bush faisait la guerre, au début, les gens étaient d'accord, c'était le 11 septembre, tout le monde a suivi la propagande. Par la suite, on a eu une opposition populaire à ces guerres-là. Et là, soudainement, Obama est élu, et les guerres continuent, et la population est confuse. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il faut être contre? Est-ce que c'est des bonnes guerres? Est-ce que c'est des mauvaises guerres? Les gens sont confus. Et là, Obama, qui a perdu sa popularité, les partis démocrates ont perdu sa popularité, les gens veulent en fait voter républicain simplement parce qu'ils n'aiment pas Obama. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va changer la politique? Eh bien non, comme on vient de vous dire, le cercle est en train de se refermer. Donc, il est important de briser ce cercle vicieux, de joindre les BRICS, que toute nation du monde joigne les BRICS et influence les États-Unis comme elles le peuvent pour que ceux-ci joignent en fait la mobilisation de la Rouche pour joindre les nations du BRICS, joindre en fait un projet dans lequel la population mondiale a un avenir et en fait relance justement une politique de développement des nations et de développement
des capacités cognitives de tout individu sur Terre et du développement du progrès humain à travers le monde. Donc voilà ma présentation pour aujourd'hui. Écoutez, restez à l'antenne de Radio Natif Natal pour réécouter cette présentation-là. Faites circuler cette présentation-là. On va la poster sur notre site web jplebleu.it.wordpress.org. Donc on veut que ça circule beaucoup parce qu'il faut que les gens saisissent où s'en vont les États-Unis et quels sont véritablement les choix à prendre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine et on se reparle justement la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Bonjour à tous, bonjour à tous nos amis cap-haïtiens, ceux qui sont dans la salle maintenant ou ceux qui vont nous écouter sur Radio Natif Natal. Écoutez, cette semaine a été une semaine assez, je dirais, tout un challenge pour les États-Unis parce que, en fait, les États-Unis doivent maintenant faire face à leur histoire. Enfin, aux fantômes de leur histoire, histoire moderne comme histoire passée. Et les États-Unis, en fait, sont une république constitutionnelle. C'est une nation qui est née d'une bataille contre l'impérialisme, donc la Constitution américaine et la Déclaration d'indépendance qui a précédé cette Constitution-là, sont des exemples concrets de documents qui en fait changent la dynamique mondiale, permettent un développement en fait une multiplication donc une étude sur les pratiques de torture. Certains d'entre vous se rappellent par exemple de prisons fameuses comme la prison de Guantanamo Bay, dans laquelle il a été révélé, en fait, il y a eu plusieurs photos assez choquantes dans les années 2003-2004 qui étaient ressorties de torture en fait de musulmans, surtout de gens du monde arabe, qui ont été torturés pour supposément aller chercher des renseignements pour trouver les coupables du 11 septembre. Donc il y a cet aspect-là qui est très important. Et le deuxième aspect, c'est en fait l'annonce par Jeb Bush, donc le jeune frère de George Bush Jr. Donc son annonce qu'il va maintenant étudier la possibilité de se présenter comme candidat présidentiel pour 2016. De républiques à travers le monde, évidemment de républiques qui vont à l'encontre d'un système impérial, le système impérial qui, aujourd'hui comme à l'époque, traite les gens comme des animaux, les garde au statut d'animal et en fait utilise ces gens-là, ces citoyens-là, abuse d'eux et en fait garde un contrôle sur ces gens-là et les empêche d'avoir une éducation, les empêche de se développer en tant qu'individu pour en fait garder ainsi un contrôle impérial sur en fait des millions, voire des centaines de millions de personnes. Et ce qui s'est passé cette semaine et ce dont je voulais parler avec vous, c'est en fait plusieurs choses, mais le fait que les États-Unis, après 14 ans de régime pratiquement totalitaire, c'est-à-dire 2 mandats de George Bush Jr., qui ont commencé là, en l'an 2000, en fait de début 2001, et par la suite 2 mandats de Barack Obama. Donc, en fait, cette tradition impériale très très précise, donc la famille Bush qui est active en fait depuis bien avant George Bush Jr. On parle même en fait on peut retourner jusqu'au grand-père de George Bush Jr. On est nommé Prescott Bush. Mais même avant ça, le père de Prescott Bush, qui était en fait le beau-père plutôt, qui était un certain George Herbert Walker. Et on va parler justement de ça dans notre émission. On va parler de cette tradition
impériale aux États-Unis, qui est en fait personnifiée par la famille Bush à plusieurs égards, mais aussi par évidemment des pantins comme Barack Obama. Obama évidemment qui sort un peu de nulle part pour plusieurs, mais qui en fait représente depuis son séjour à la présidence depuis 2008, représente une tradition impériale dans le même sens que celle de la famille Bush. Donc, il y a cet aspect-là, et cet aspect-là, il faut en parler. Pourquoi? Parce que cette semaine, il y a eu deux événements importants dont on va parler. Premièrement, la sortie d'un rapport par le comité sénatorial sur le renseignement aux États-Unis, présidé par une sénatrice de la Californie, Madame Dianne Feinstein, qui a publié en fait un rapport de plusieurs milliers de pages et un résumé condensé là, de 500 pages sur en fait les pratiques de torture commises par l'administration Bush sous la direction évidemment du vice-président Dick Cheney, qui est en fait le véritable problème à ce moment-là.